C'est le face-à-face, comme chaque jour aujourd'hui, entre Cyriaque Dayan et Jacques Sapir. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Cyriaque Dayan, gérant chez Conviction AM, et Jacques Sapir, économiste, directeur d'études à l'EHESS. Mais si on voit des marchés fragilisés depuis quelques jours, le CAC a perdu hier 1%. Il perd encore un petit peu de terrain aujourd'hui, moins 0,1. Pourquoi cette soudaine frilosité en bourse, Cyriaque? Alors elle vient clairement des États-Unis, puisque c'est là où ça a commencé à décrocher à partir de vendredi, suite au chiffre du chômage qui avait plutôt été bien pris au début, puis ça a baissé. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment un indice, le Nasdaq, qui a entraîné l'intégralité des marchés des pays développés à la baisse, à la fois en Europe et aux États-Unis. Et ça vient principalement d'une raison, c'est la question de la valorisation. Alors finalement, quand on regarde concrètement, le Nasdaq n'est pas surévalué, en tout cas par rapport à ses niveaux historiques. Par contre, il y a des secteurs au sein du Nasdaq qui sont surévalués. Je pense notamment aux biotechnologies. On en a beaucoup parlé. Ça avait bien performé. On s'est rendu compte qu'on les avait peut-être payés un peu cher sur le marché. Et cette baisse a entraîné finalement le Nasdaq qui lui-même a entraîné les marchés à la baisse. Mais pas de crainte d'éclatement d'une bulle des valeurs high-tech aux États-Unis? Alors, je pense qu'il peut y avoir une bulle sur les biotech que j'ai citées précédemment. Ouais. Sur le reste des valeurs de l'indice, beaucoup moins, que ça soit sur des valeurs comme Microsoft, Apple. Si vous regardez les PE, donc c'est des valorisations, on n'est pas du tout dans des phénomènes de bulle. Donc peut-être quelques... Oui, mais des Facebook qui a perdu 20% en un mois, des Netflix, des Tesla qui reculent quand même pour le coup fortement. Tout à fait. Alors, ça envoie un signal, ça, quand même. Ça envoie un signal, mais quand on regarde l'indice en tant que tel, finalement, il y a ces valeurs-là, mais il y a aussi d'autres valeurs que je citais. Google, qui, pour le coup, a un vrai business model avec des revenus réguliers, et d'autres qui le sont moindres. Et finalement, le marché est assez intelligent dans les valeurs qu'il vend. Ce sont les valeurs qui ont beaucoup progressé et qui ont des business models plus fragile, on va dire, puisque plus dépendant de certains mouvements. Typiquement, Facebook a été une mode. Peut-être va-t-il le rester, peut-être pas. À l'inverse, Microsoft a un business model à moyen terme qu'on peut espérer, ou qu'on peut penser en tout cas, qui va continuer à fonctionner. Mais c'est vrai que le Nasdaq a été un des déclencheurs de la baisse du marché. On va suivre aussi les résultats sur le S&P, résultats d'entreprises qui vont débuter ce soir avec Alcoa. Alcoa va ouvrir le bal comme d'habitude. Les analystes continuent d'abaisser leurs prévisions de bénéfices pour les entreprises américaines. L'ambiance n'est pas encore au beau fixe. L'ambiance n'est pas au beau fixe, sachant que là on va avoir un vrai problème sur les résultats du premier trimestre. C'est qu'on va avoir l'effet temps, cet hiver très rigoureux qu'on a vu aux États-Unis, qui a impacté les chiffres macro. Maintenant, il va impacter les chiffres micro. On va en reparler à travers les entreprises. On va forcément en reparler. Toutes les entreprises vont dire finalement, vont publier des résultats qui seront pas bons. Alors ce qu'il faut voir, c'est que les analystes ont déjà révisé fortement à la baisse les résultats. Donc finalement, peut-être que les surprises ne seront pas aussi négatives que ça. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est plutôt leur discours sur le deuxième trimestre, voire le troisième trimestre, où là, il y aura un peu plus de visibilité. Et clairement, la question, c'est de savoir si le premier trimestre a juste un effet temporaire du fait de cet hiver rigoureux, ou ça ne sera pas le cas. Il y a des aspects entreprises, on l'a bien vu, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des aspects macroéconomiques. On a des inquiétudes notamment sur l'action de la Banque Centrale Européenne, un petit peu de voir si les mots vont rester sa seule arme. On ne regarde que les entreprises ou on lorgne aussi la question macroéconomique? On regarde la question macro forcément sur les marchés. Maintenant, c'est vrai que la macro, alors aux États-Unis, on a eu un petit peu peur en janvier-février avec ces mauvais chiffres. Oui, mais là, c'était de la météo, c'était pas de la macro. En Europe, les choses vont bien. On le dit peut-être pas assez. Alors c'est sûr, on a des perspectives de croissance qui sont pas terribles en France, mais globalement la tendance est en train de s'améliorer et le marché fonctionne beaucoup sur des tendances. Donc les choses s'améliorent. Et ce que fait Monsieur Draghi, c'est extrêmement intelligent, c'est que finalement, en effet, il y a que des mots, mais les mots peuvent suffire. Si vous regardez la réaction des marchés jeudi, et ça a été plutôt une bonne tendance. Et son pari à Monsieur Draghi, c'est de dire que la baisse de l'inflation qu'on a vue récemment, c'était temporaire et que l'inflation va rebondir très légèrement, mais qu'en tout cas on a touché un point bas, et que la macroéconomie va aussi s'améliorer, et que par conséquent, il n'aura pas forcément besoin d'agir concrètement, et c'est un peu ce qu'il a fait à l'été 2012, et ça avait plutôt bien fonctionné avec les pays périphériques. Jacques Sapir, ça fonctionnera à nouveau, la magie des mots de Mario Draghi, elle suffira à rassurer les marchés, à relancer éventuellement la dynamique en Europe? Ça, c'est un fusil à un coup. En règle générale, ça marche une fois, ça marche rarement deux, jamais trois. Et en fait, Mario Draghi a déjà beaucoup tiré sur la corde. Pas seulement, bon, évidemment, il y a la première annonce qu'il avait faite sur l'OMT en 2012. Il a refait des annonces de ce genre en septembre 2013. Aujourd'hui, on commence à voir le bout du chemin. Et là, je pense que soit la Banque Centrale Européenne reste dans sa politique actuelle, ce qui est très probable. Et là, il commencera à y avoir de véritables inquiétudes. Soit il bouge, mais même s'il bouge, quelle que soit la décision qu'il prenne,
qu'il fasse un quantitative easing en rachetant des actifs risqués ou qu'il décide de racheter uniquement des bons souverains, ça va poser des problèmes. À quoi pourrait ressembler justement un quantitative easing à la sauce européenne, à la sauce BCE? Grosso modo, il n'a que deux possibilités, compte tenu du statut. On sait que la structure, y compris du marché, n'est pas la même qu'aux États-Unis. Absolument. Et en plus, il y a la réglementation de la BCE. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut racheter aux banques des actifs risqués, ce qui va évidemment reporter les banques sur des actifs encore plus risqués, puisqu'elles se disent, bon, là, on est garanti, donc prenons peut-être un petit peu plus de risques. Vous voyez le mal partout? Non, je ne vois pas le mal partout. Je vois simplement des phénomènes qui sont tout à fait connus et qui sont bien documentés maintenant depuis une vingtaine d'années. Ou alors, il peut se décider de racheter des bons souverains, mais à ce moment-là, il accélère le mécanisme de baisse des taux. Et cela peut poser des problèmes à toute une série d'investisseurs qui vont, à ce moment-là, se détacher des bons souverains. Donc, il pourrait, d'une certaine manière, provoquer l'inverse de ce qu'il veut. C'est-à-dire en rachetant des bons souverains, comme il ne peut pas racheter la totalité des bons souverains, il peut décourager des investisseurs d'en acheter à nouveau. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est effectivement dans une situation qui est extrêmement difficile à gérer. Et quant à l'inflation, je pense que là, il prend un pari très risqué. On voit... Il dit que l'inflation va remonter naturellement, va rebondir par effet de comparaison. Et ça me semble être vraiment ce qu'on appelle du wishful thinking. La plupart des économistes le disent aussi. Non, on a là toute une série d'indications, tant microéconomiques que macroéconomiques, qui tentent à montrer qu'il y a bien une tendance extrêmement profonde à la faible inflation, voire à la déflation dans toute une série de pays. Et il faut faire très attention. Faible inflation, oui, mais on aurait touché déjà le creux de la vague. Ah, c'est ça qui est, si vous voulez, un petit peu douteux. Il ne faut jamais oublier que soit on raisonne en termes de moyenne sur la zone euro, et là, effectivement, de simple fait de la composition d'une moyenne, il est tout à fait facile de mettre en évidence des tendances lourdes qui vont, d'une certaine manière, jouer au frein quant à la baisse de l'inflation, voire à l'entrée en déflation. Mais si vous regardez pays par pays, vous voyez qu'il y a déjà des pays qui sont entrés en déflation, que la situation dans ces pays ne s'améliore pas et qu'il y a d'autres pays qui sont sur le point de rentrer en déflation. Tout le débat qu'il y a eu autour des déclarations assez imprudentes de Pascal Lamy en France sur la question d'offrir des emplois en dessous du SMIC, c'est très exactement ça. Ça veut dire que l'on va en réalité continuer la pression à la baisse sur les salaires, mais on sait très bien que cette pression à la baisse sur les salaires entraîne généralement une pression à la baisse de l'ensemble des prix. Et si on voulait arriver à la déflation, on ne s'y prendrait pas autrement. Oui, sauf que l'essentiel du ralentissement de l'inflation, il est dû au prix énergétique pour l'instant. Pas seulement. Si vous regardez bien la composition des prix, alors la seule chose qui d'une certaine manière nous sauve, c'est les prix des services. Mais même dans l'industrie, il y a des phénomènes qui sont extrêmement inquiétants. On va évoquer bien sûr dans un instant aussi les fusions-acquisitions qui bouillonnent sur le marché. D'abord, puisqu'on parle de la situation européenne, la Grèce va faire son retour sur les marchés, Jacques. Elle va émettre 1 milliard d'euros à 6 mois aujourd'hui. Oui, alors c'était pas encore tout à fait acquis, le gouvernement grec disant bon, on va le faire, mais on le fera pas nécessairement cette semaine. Oui, ils peuvent le faire dans la mesure où la solvabilité à court terme de la Grèce est assurée par l'accord qui a été passé avec la Troïka et par le soutien de la BCE. C'est typiquement, si vous voulez, un pays dont on sait très bien qu'il a des problèmes gravissimes, que ces problèmes en fait s'aggravent actuellement, mais qui bénéficie aujourd'hui d'un effet de la Banque centrale. Et donc, on pousse les agents à racheter des titres grecs, mais il suffira que la Banque centrale européenne, pour une raison ou une autre, retire sa garantie et on sera immédiatement à nouveau confronté à un niveau de risque extrêmement élevé.